Une entreprise a deux grands modes de fonctionnement. Un mode processus qui sert à gérer toute la capitalisation des connaissances, la productivité, la qualité, la sécurité, d'une façon générale, qui fait l'entreprise moderne, industrielle. Et puis de l'autre côté, un mode projet qui sert à innover, qui sert à créer le futur, si on peut dire, et qui est radicalement différent dans sa gestion, dans sa conception, dans son efficacité. Évidemment qu'une bonne idée n'a pas de prix, si on peut dire. Ça, c'est l'entreprise. Et puis en face, un cerveau humain, ou des cerveaux humains plutôt, et des psychologies qui les habitent, évidemment. Et là, à ce niveau-là, deux grandes caractéristiques qui sont tout à fait miroirs. À la fois un mode mental dit automatique. Notre cerveau sollicite des territoires plutôt médians et postérieurs, opérationnels, on va dire, pratiques, qui gèrent la connaissance, là aussi, qui gèrent la sensation, la motricité, et qui permettent justement de mettre en œuvre ces connaissances de façon efficace, rapide. Et puis de l'autre côté, un mode mental dit adaptatif, qui sollicite plutôt les territoires antérieurs du cerveau, notamment les territoires dits préfrontaux, et qui, lui, est sollicité en particulier lorsqu'on innove, lorsqu'on crée, lorsqu'on change, lorsqu'on résout un problème. Évidemment, il y a un parallèle tout à fait grand entre ces deux modes d'entreprise d'un côté, mentaux de l'autre, et pour ne pas dire probablement que l'un a généré l'autre. Est-ce qu'il y a un bon mode et un mauvais mode ? Non, sûrement pas. Il y a le pied gauche et le pied droit, si on peut dire. Il y a deux modes complémentaires. L'un qui est fait pour capitaliser, l'autre pour enrichir le capital. Et le capital nourrit la création. Bref, les deux modes sont complémentaires. Par contre, les confondre ou n'avoir pas conscience qu'il y en a deux peut constituer un problème pour le cerveau, la psychologie, bien sûr, comme pour le fonctionnement de l'entreprise. Ces deux modes sont à la fois, si je peux dire, deux modules complémentaires de fonctionnement, mais tout l'art est de passer de l'un à l'autre au bon moment. C'est le zapping entre les deux qui est pertinent. Mais avant de voir ce zapping, on va prendre deux exemples. Premier mode, le mode automatique. Avant d'en voir les limites, on va en voir les forces, puisqu'il est au cœur du développement des entreprises modernes et également des organisations même internationales. Prenons l'exemple de l'aviation civile. L'aviation civile a réduit par 30 le nombre d'accidents en 30 ans. Comment ont-ils fait ? Avant tout, en procédurant les comportements. Autrement dit, les fameuses checklists des pilotes que tout le monde connaît. C'est quoi une checklist ? C'est de vérifier tous les éléments fragiles d'un processus. D'abord tous les éléments d'un processus, puis des procédures de procédures, si on peut dire, des checklists qui vérifient les points faibles des procédures principales, parce qu'on sait que sur ces points-là, soit c'est crucial, soit les erreurs sont plus fréquentes. Et on vérifie cela ainsi, et en ayant parfois plusieurs couches de procédures qui vérifient les unes les autres. Inutile de dire que pour la compétitivité, pour l'efficacité, même pour la sécurité, l'environnement et j'en passe, les procédures sont extrêmement performantes. Deuxième élément, deuxième exemple, la créativité. Est-ce que ça intéresse les entreprises finalement ? 70 participants d'un établissement qui doit déménager ont été invités à participer à, on va dire, un brainstorming collectif. Il a émergé du questionnaire d'abord, puis des groupes de travail, plus de 400 idées d'innovation sur l'ensemble des éléments du bâtiment, des process de travail, de l'organisation entre les équipes, de la façon dont ce nouveau bâtiment allait impacter l'environnement et j'en passe. Les idées les plus intéressantes ne sont même pas forcément issues des gens les plus compétents, mais en général, c'était presque toujours issu des gens les plus impliqués. Ce ne sont pas ceux qui fabriquent les machines ni ceux qui les installent qui avaient les idées parfois les plus pertinentes, mais bien sûr ceux qui s'en servent aussi. Bref, un processus mode projet est à la portée de n'importe quel salarié, de n'importe quel ouvrier qui travaille sur une machine. Ce n'est pas une question de capacité, de niveau d'étude, mais bien une façon de poser le problème. Bref, c'est un mode de management. Troisième exemple, un mode mixte. Pour l'illustrer, à la fin de ce séminaire, de ce deuxième exemple, on leur a demandé sur les 400 idées qui ressortaient de voter pour identifier les 10 projets prioritaires sur lesquels il y avait vraiment priorité. Les autres seraient pris en compte, mais cela à coup sûr. Là, on leur a demandé de réintroduire des contraintes du réel. On est sorti du brainstorming pur pour repasser
dans la contrainte, et ils ont sorti 10 sujets qui, en gros, étaient bien ceux qui pouvaient, aux yeux des spécialistes, paraître effectivement saillants. Autre exemple, les pilotes. Revenons au cas numéro 1. On a réalisé depuis 8 ans avec l'IRBA, l'Institut de recherche biomédicale des armées, 8 ans donc, de recherche pour étudier que faire quand il n'y a plus de procédure. Et on a créé une méta-procédure, si on peut dire, au-delà de toutes les procédures précédentes, une procédure comportementale pour gérer l'inconnu. Cette procédure de procédure permet d'améliorer sur du simulateur de vol ou en vol réel, on l'a déjà mesuré, ce qu'a déjà donné les procédures. Donc on voit à quel point ce n'est pas l'opposition, mais bien la mixité. Le comité de direction, si je peux dire, il est ambidextre. Il fonctionne sur les deux registres en permanence. On ne peut pas dire qu'il n'est qu'en mode production, c'est plus un comité de direction. On ne peut pas dire qu'il n'est qu'en mode créatif, ça n'est pas non plus un comité d'artistes qui réfléchit à la tendance, je ne sais pas moi, de la mode ou de la création des années qui viennent, mais dans un cadre complètement ouvert. On est typiquement dans un cadre dans lequel on est en territoire contraint, beaucoup d'enjeux, beaucoup d'environnement, et en même temps, on se doit d'anticiper, de créer quelque chose qui soit contextualisé. Donc, je vais donner un exemple qu'on peut appeler le brainstorming restreint. Phase 1, on essaie de faire le point sur l'ensemble des problématiques qui sont les enjeux, ce que j'appellerais moi le A du système de A à Z, le point de départ. Donc, comment faire de façon la plus fine possible, enfin à l'échelle du temps dont dispose un codir, mais tout de même, la plus documentée possible, ou en amont, en tous les cas, les collectes d'infos réalisées par des spécialistes qui ont mis en évidence les points saillants. Et là, on ne se prive pas de la nuance. Toutes les études scientifiques actuelles sur le cerveau montrent que si on abrège trop cette collecte d'informations, le cerveau ne peut pas prendre des décisions correctes derrière. Une fois qu'on a réalisé cette première étape, on va faire une deuxième étape qui est la créativité restreinte, c'est-à-dire on va déterminer quels sont les cadres permis et les cadres interdits. Dans l'exemple de la pharmaceutique, c'est le cadre réglementaire. Il y a ce qu'on peut faire, il y a ce qu'on ne peut pas faire. Dans le cadre de la science, c'est aussi le cas de la pharmacie, il y a les connaissances acquises, il y a ce qui est probable, ce qui est possible et ce qui peut-être est improbable, en tous les cas à court terme. Une fois qu'on a déterminé ce cadre contraint, on va se dire finalement, quel est le possible ? Le possible, si je dois donner un exemple un peu abstrait, c'est de dire si l'interdit c'est A, le possible c'est non A. Redit en langage ordinaire, si l'interdit c'est une chaise, qu'est-ce qu'une non-chaise ? Alors c'est un peu abstrait et pourtant c'est terriblement concret. Est-ce qu'une non-chaise c'est une table ? Est-ce que c'est un lit ? Est-ce que c'est le sol ? Est-ce que c'est la personne qui s'assoit dessus ? Il est plus simple de dire listons tout ce qui n'est pas interdit. Et à partir de là, on va faire la créativité à l'intérieur de ce qui est permis, bien plus qu'en excluant l'interdit. Et ça donne beaucoup d'idées. Le domaine des parapluies n'est pas interdit par les règles pharmaceutiques. C'est aussi une façon de se protéger de la grippe. Je caricature, c'est juste pour dire que parfois, on ne pousse pas assez loin l'idée, si je peux dire, de l'ouverture d'esprit. Troisième étape, une fois qu'on a fait émerger ces idées sur le possible, donc défini le possible, fait émerger les idées innovantes sur le possible, de façon très libre, façon brainstorming, mais restreint dans ce champ. Troisième étape, eh bien, on va rentrer dans le feu des critiques. C'est-à-dire que ceux qui ont eu ces idées innovantes vont être bien sûr confrontés à ce moment-là dans une troisième étape, clairement identifiée, au feu de la critique, du commentaire où ils doivent défendre leur idée. Et puis après, on va inverser les rôles. J'aime bien faire inverser les rôles. C'est-à-dire que ce sont ceux qui ont critiqué les idées qui vont devoir les défendre et vice-versa. Parce que parfois, quand on a été critiqué, on l'a défendu, mais les critiques les plus terribles viennent de ceux qui les ont défendus parce qu'ils se sont rendus compte dans leur tête des failles. Et en inversant les rôles, c'est à nouveau un élément important pour faire apparaître des idées. Voilà quelques exemples, et on s'aperçoit que, selon l'adage, un problème non résolu est simplement un problème auquel on n'a souvent pas prêté assez d'attention. Soyons persévérants, et les idées viennent de façon souvent plus intuitive que de façon purement rationnelle. Autant il faut implémenter le système, il faut l'instruire de beaucoup de détails, autant pour les réflexions, l'intuition est un élément extrêmement important. On a souvent de bien meilleurs résultats par l'intuition, documentée à la base,
rediscutée après, mise à l'épreuve, que par quelque chose de trop rationnel tout le temps. Donc rationalité avant, on implémente le système, rationalité après, on critique, on construit, on met à l'épreuve. Mais il y a un temps d'intuition qui balaye mieux la globalité du sujet.